Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express sur Arabelle. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, à nous réécouter, à nous contacter par SMS au 0488 106 800. Alors au niveau de l'agenda à Bruxelles, je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'exposition photo qui est à l'espace MAG, donc Rencontre sur les routes d'Europe, où le photoreporter Bertrand Vandeloise y présente les clichés de ses nombreux voyages, du Maroc à Calais, en passant par la Jordanie. À travers cette exposition, il veut offrir un regard différent sur ceux qui ne quittent plus l'actualité et ouvrir le débat sur une réalité qui reste encore trop bien souvent stéréotypée. C'est donc jusqu'au 2 décembre à l'espace MAG. Comme tous les dimanches, je suis accompagnée de la réalisatrice et consultante Myrna Nabhan. Hi Myrna, kifek? Hi Majdoulin, tamam, kifek enti? Alhamdulillah. Tout va bien? Tu passes un bon dimanche? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et que vous êtes prêts à nous accompagner de nouveau dans un voyage à travers le Moyen-Orient. Donc au sommaire de notre émission ce dimanche, nous allons beaucoup nous intéresser au conflit israélo-palestinien. Car en effet, chers auditeurs, il y a exactement 100 ans, une déclaration, un document a changé à jamais le visage du Moyen-Orient. Mais nous allons avoir l'occasion d'en parler plus en détail avec nos deux invités que nous avons le plaisir d'accueillir donc ce dimanche avec nous en studio, Leila Wafi et Bissan Abou Najah de l'Union générale des femmes palestiniennes de Belgique et au Luxembourg. Mesdames, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Ahla wa sahla. Mais avant de plonger justement dans l'histoire tumultueuse de cette région, Majdoulin va nous présenter un rapide coup d'œil sur les médias pour voir ce qui est passé inaperçu ou à l'inverse qui a fait polémique cette semaine dans la presse. Arabelle FM à Bruxelles sur le 106.8. Comme l'a dit Myrna, donc notre émission est largement consacrée à la déclaration de Balfour et ses conséquences. Et évidemment, la première news dont je vais vous parler concerne ce sujet. On va parler d'un groupe d'activistes britanniques qui ont marché du Royaume-Uni jusqu'en Palestine pour s'excuser de la déclaration de Balfour. Leur marche a duré 174 jours, soit quasi 6 mois. Donc à leur arrivée, ils ont visité des villages ainsi que des colonies israéliennes dans le but de faire connaître l'histoire, mais surtout pour affirmer que les festivités organisées au Royaume-Uni ne le sont pas en leur nom. D'ailleurs, en Cisjordanie, j'ai lu un article où on disait que donc, l'artiste de rue très célèbre, donc Banksy, j'arrive jamais à le prononcer, je mets toujours le S là où il faut pas, a aussi organisé une sorte de cérémonie d'excuses, comme il l'a appelé, justement par rapport à la déclaration Balfour. Et comme tu dis, en effet, le très célèbre Banksy, qui avait d'ailleurs ouvert en mars l'hôtel Walled Off, qui est près de Bethléem, qui avait aussi fait un peu polémique à l'époque et où toutes les chambres donnent sur le mur de séparation. Et donc, il a voulu marquer aussi l'événement. Il a créé une mise en scène surréaliste et sarcastique avec une 50aine d'enfants palestiniens qui ont été reçus pour prendre le thé avec un acteur déguisé en reine d'Angleterre. Et derrière eux, sur le mur de séparation israélien qui coupe la Cisjordanie, le mot « sorry » a été gravé en dessous de « ER », qui vaut pour Elisabeth Royal. Et donc, dans un communiqué, l'artiste de street art affirme que ce conflit a causé tellement de souffrance de tous les côtés et qu'il ne trouve pas approprié de célébrer le rôle britannique dans ce conflit. Il a d'ailleurs ajouté que, quand vous organisez un mariage, il est préférable de s'assurer que la mariée n'est pas déjà mariée. Ça, c'est joliment dit. Banksy, c'est toujours un artiste qui ne cessera jamais de nous étonner. D'ailleurs, on ne sait pas s'il était présent à cette cérémonie, justement, vu qu'il protège vraiment de près son identité. Et par contre, il y a une autre identité qui, on va dire, elle a été célébrée, mais d'une autre manière, justement, donc un juste parmi les nations. Voilà, les justes parmi les nations, ce sont ceux qui ont reconnu avoir aidé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le titre de juste est décerné au nom de l'État d'Israël par le mémorial de Yad Vashem. Le mémorial a mis 5 ans pour pouvoir décerner à titre posthume la médaille et le certificat de juste parmi les nations à Mohamed Helmi, qui est un médecin égyptien qui était installé à Berlin en 1922 et qui, au péril de sa vie, avait caché dans la capitale allemande de 1942 à 1945 4 juifs d'une même famille. Lui aussi, il avait été arrêté, mais comme il était très malade, il avait été relâché et il continuait à exercer à titre privé car il n'avait pas le droit de travailler dans les hôpitaux publics. Il a donc caché pendant 4 ans une de ses patientes, ainsi que sa mère, son beau-père et sa grand-mère.
Et en fait, les membres de sa famille avaient toujours refusé cette médaille, de juste parmi les nations, parce qu'elle est décernée par une institution israélienne. Mais l'un de ses petits-neveux a finalement accepté, à la condition que ce ne soit pas dans un lieu en Israël. La cérémonie a donc eu lieu le 26 octobre au ministère des Affaires étrangères à Berlin, et c'est le premier musulman arabe à recevoir ce titre, à accepter de le recevoir. Eh bien, merci beaucoup, Majdouline, pour ton coup d'œil très rapide cette fois-ci sur les médias consacrés cette semaine donc à la Palestine. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet en compagnie donc de nos invités de l'Union générale des femmes palestiniennes de Belgique et au Luxembourg. Donc restez avec nous dans l'Orient Express sur Arabelle, éditeur dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express, pour parler du Moyen-Orient à partir de Bruxelles. Mais pas que le Moyen-Orient, parce que c'est large le Moyen-Orient, on inclut beaucoup de différents pays aussi donc dedans. Mais aujourd'hui c'est assez spécifique parce qu'on a décidé de consacrer ça, notre émission, à la Palestine. Et on va en parler beaucoup plus en profondeur dans quelques minutes avec nos invités, avec nous en studio de l'Union générale des femmes palestiniennes de Belgique et au Luxembourg. Alors aujourd'hui, avant de se lancer dans ce sujet beaucoup plus en profondeur, dans la rubrique Il était une fois le Moyen-Orient, où d'habitude on vous présente un livre ou un film, j'avais vraiment spécialement envie de vous parler d'une mini-série de 4 épisodes appelée Le Serment, donc The Promise de Peter Kosminski. Aujourd'hui, j'ai les Banksy, Kosminski. Donc, c'est une mini-série qui a été diffusée en 2011 sur Channel 4 et qui a été reprise aussi sur Canal+, qui a été vraiment assez diffusée. Mais je pense que déjà, Peter Kosminski a une histoire. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une grande figure de la télé britannique. Donc, il est assez connu pour des téléfilms assez engagés, on va dire, comme Warriors sur la guerre en Bosnie. Ça parle aussi des bérets bleus britanniques. Ou bien il y a encore l'affaire David Kelly sur l'action militaire britannique en Irak, l'affaire Tony Blair sur la politique de son pays et Les graines de la colère qui traite des attentats terroristes de Londres. Donc bref, c'est vraiment un réalisateur qui s'attache, on va dire, aux fractures du monde contemporain. Et dans Le Serment, donc le téléfilm dont tu nous parles, à quoi s'est intéressé Kosminski ? Alors justement, dans cette mini-série, c'est concentré sur le conflit israélo-palestinien. Et il critique en fait ouvertement la responsabilité originelle des Britanniques. Donc c'est son grand sujet, vu tous les films les téléfilms que je vous ai cités juste avant. Donc vraiment la responsabilité de base, donc originelle des Britanniques dans le processus de guerre continue que connaît cette région. Donc il a construit vraiment de manière assez intelligente son téléfilm sur 2 temporalités en fait. Donc il y a la fin du mandat britannique en Palestine, de 45 à 48, et la situation contemporaine donc en 2005. Il a décidé de mettre ça à partir de cette date-là. Donc dans le film, dans ce téléfilm, Le Serment, il a vraiment pour ambition de nous plonger dans la brutalité de cette histoire, donc de l'histoire de cette région. Et c'est justement une réalité qui est regardée du point de vue de 2 protagonistes britanniques. Donc il fait ça à travers ces 2 regards. Donc Len, qui est à l'époque donc un soldat envoyé en Palestine après avoir libéré le camp nazi de Bergen-Belsen et qui débarque donc en Palestine pour maintenir la paix entre juifs et arabes, alors que l'État d'Israël n'est pas encore né, mais que déjà il y avait des tensions entre l'Irgun, qui est l'organisation armée sioniste, les populations locales et l'armée britannique. Et puis on a le point de vue d'Erin, qui est sa petite fille en fait, qui elle se rend dans la région en 2005 à l'invitation d'une amie britannico-israélienne justement, et parce qu'elle est tombée sur les mémoires de son grand-père. Et donc, elle va vraiment découvrir les terribles conditions de vie des Palestiniens dans ce voyage. Et nous, en tant que spectateurs, on assiste à travers justement son regard innocent, qui ne connaît pas vraiment du tout ce qui se passe là-bas, à vraiment la transformation de ce voyage qui devient vraiment un voyage initiatique, un parcours politique. C'est assez engagé comme téléfilm. Et donc, Le Serment, ça mêle vraiment 2 niveaux de récit et 2 groupes de protagonistes que 60 années séparent, mais que les enjeux d'une guerre qui paraît éternelle rapprochent au final. Donc, voilà, ils ont... C'est 2 générations, c'était même 3 générations. Mais pourquoi ce titre, Le Serment ?
Bon, je vais pas vous spoiler tout le film. C'est quand même, il y a 4 épisodes chacun qui fait. Enfin, c'est assez long quand même. Oui. Mais bon, on rentre vite dedans et on a envie toujours de voir l'épisode d'après. Et donc, je vais pas vous gâcher la découverte donc de vraiment cette magnifique fresque romanesque et historique à la fois. Mais il y a une histoire de promesse à tenir, un serment qui a été fait et qui est vraiment le fil rouge de toute la narration. Et cette promesse se tisse autour d'événements dramatiques qui ont été marqués dans le sang et par le sang. Donc, on commence par la libération d'un camp nazi en Allemagne, puis l'arrivée des déportés en Palestine, la lutte à mort qui oppose, donc, comme on a dit, donc, certaines organisations aux Britanniques, l'attentat de l'hôtel King David, le carnage de Deir Yassin, donc il y a un massacre d'un village palestinien qui a été perpétré par l'Irgun, l'exode des Arabes et la colonisation donc, de leur maison. Bien, merci Myrna de nous avoir présenté ce téléfilm qui est vraiment très très beau. Moi, je l'ai vu aussi et on apprend beaucoup de choses. Et on va profiter justement de ce sujet pour présenter donc nos 2 invités, qui est de l'Union générale des femmes palestiniennes de Belgique et au Luxembourg, qui vont justement nous parler de tout ça et beaucoup plus en détail juste après la pub. Retrouvez-nous. Et re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission, encore une fois, préférée du dimanche et de la semaine et du mois et de tout. Donc, c'est l'Orient... De tout Arabelle, de toutes les ondes belges, partout. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous réécoutent sur les podcasts aussi, qui sont disponibles sur notre page Facebook Orient Express-Arabelle FM. Et aujourd'hui, nous avons consacré notre émission à la Palestine, car il y a 100 ans, justement, donc... il y a eu la déclaration à Balfour et je pense que c'est pas passé inaperçu donc dans la presse entre d'un côté les célébrations de la déclaration à Balfour et de l'autre côté justement les contestations tout à fait qui considèrent que c'était une catastrophe. Donc voilà, nous avons avec nous l'immense plaisir d'accueillir donc les représentantes de l'Union générale des femmes palestiniennes pour la Belgique et le Luxembourg, qui vont vraiment nous éclairer un peu plus sur cette fameuse déclaration Balfour et ses conséquences. Merci Myrna, merci Majdeline. Nous sommes vraiment très très contentes et heureuses d'être là avec vous ce dimanche après-midi. Je vous remercie pour cette émission qui est très très intéressante et chaque semaine elle nous apporte vraiment des nouvelles très intéressantes par rapport à notre région que nous aimons et que nous gardons dans notre cœur même si on est en Belgique. Aujourd'hui nous parlons de Balfour, nous allons saisir l'occasion d'être là pour présenter aussi notre association qui est l'Union des femmes palestiniennes en Belgique et au Luxembourg. Mais peut-être d'abord, nous allons parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité. C'est pas qu'une actualité belge ou locale, c'est une actualité vraiment internationale, où il y a les Palestiniens qui donc revivent cette déclaration qui a vraiment changé tout 100 ans, donc il y a eu un siècle où les Palestiniens ont vu leur parcours dévié. Et on a donc les Israéliens, les Juifs, les sionistes qui le vivent comme vraiment une étape très importante dans la création de l'État d'Israël. Donc vraiment, on a 2 blocs qui vivent cette déclaration de 2 façons vraiment contradictoires. Et c'est peut-être intéressant que nous en parlons un petit peu. Et justement, c'est quoi cette déclaration Balfour Voilà, donc nous ne sommes pas des historiens. Il y a moi, Leïla et donc ma collègue Bissène qui est avec moi. Nous ne sommes pas des historiens. Notre travail n'est pas donc de remettre vraiment, de donner l'explication historique de cette déclaration, mais nous avons quand même travaillé, nous avons fait une petite recherche pour ne pas donner de fausses informations. Donc ma collègue Bissène va donner un petit résumé historique de cette déclaration qui est vraiment très courte, mais qui a eu un effet très très lourd et que nous vivons jusqu'au jour d'aujourd'hui en 2017, 100 ans après. Alors moi je vais commencer par dire 67 mots
qui ont changé le cours de l'histoire, donc qui ont changé le cours de l'histoire de la Palestine, donc de toute la géopolitique, donc de la région du Moyen-Orient. Et je vais commencer par lire cette lettre. Donc c'est assez court. Donc c'est une lettre qui est adressée donc du ministère des Affaires étrangères donc au Lord de Rothschild. Donc cher Lord de Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous adresser de la part du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante. Sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Donc, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils ni religieux des collectivités non juives existantes en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les juifs disposent dans tout autre pays. Donc je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Donc voilà. Le sauveur, donc le fameux Arthur James Balfour. Voilà. 67 mots, quelques lignes. Voilà. Il était au ministère des Affaires étrangères britannique et donc il promet que le gouvernement... C'est le secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères britannique. En 1917. Et donc il promet un foyer national juif. Exactement. Et pourquoi il a dirigé cette lettre à Lord Rothschild? Voilà. Au fait, il faut savoir que les Juifs européens ou les Juifs occidentaux, les Juifs de Russie aussi, fonctionnaient selon des groupes, des lobbies. Et donc il y avait un fort lobby britannique, il y avait aussi un lobby américain, un lobby au niveau de la Russie, des lobbies juifs avec des personnalités qui étaient vraiment à des postes pertinents à ce moment-là. Et Lord Rothschild est un homme d'affaires qui a vraiment beaucoup de poids et beaucoup d'influence sur la politique britannique. Il était le représentant de ce regroupement sioniste et donc c'était une personne d'influence et il était considéré comme le représentant des Juifs d'Occident. Et donc, c'est à cette personne qu'on a donné cette promesse. Et donc, c'est vraiment une déclaration qui a été faite, non pas parce que les Juifs étaient sympas ou parce qu'ils méritaient d'avoir un foyer pour eux. Ça a été fait parce que il y avait une conjoncture politique à ce moment-là. Il y avait des intérêts politiques. La Grande-Bretagne était l'empire colonial le plus important, l'étendue dans le monde. Donc, on appelait ça le royaume qui ne dormait, où le soleil ne se couche jamais, parce que ça donc, il faisait le tour du globe. Donc, c'était un gouvernement à politique coloniale et ce n'était pas vu comme on le voit aujourd'hui. Donc, ce n'était pas une tare. Comme on pourrait l'apercevoir aujourd'hui étant défendeur de droits humains, justice, etc. Et donc, c'était vraiment le contexte de la Grande-Bretagne à ce moment-là, donc cette vision colonialiste. Et pour eux, c'était tout à fait normal de donner une terre ou un peuple à un autre groupe. D'ailleurs, ils étaient pour la colonisation en Afrique, que la Belgique colonise le Congo, etc. C'était tout à fait monnaie courante à ce moment-là. Et donc, ils ont fait cette promesse. On va pas aller trop dans le détail, peut-être pour pas embêter les gens qui nous écoutent, mais ça a été fait comme un safra, donc comme une transaction faite justement pour pouvoir avoir des alliés pro-britanniques pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit des alliés du côté de la Russie ou des alliés donc par l'intervention américaine à cette guerre mondiale. Donc c'est vraiment les enjeux de la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui ont fait que la Grande-Bretagne prenne cette décision stratégique de faire une promesse aux Juifs sionistes en leur promettant un foyer national pour eux, pour justement pouvoir compter sur leur appui dans les centres d'intérêt dans lesquels ils peuvent être, effectivement donc en Russie et en Amérique. Malheureusement, il a fait la déclaration de Balfour, mais les promesses qui ont été faites par les Juifs russes n'ont pas été tenues et ces derniers se sont retirés directement de l'Alliance. Donc finalement, il a fait une déclaration, il s'est fait avoir par le camp russe. Mais voilà, ça c'est l'histoire. Les historiens connaissent mieux que moi
les détails de cette histoire, mais la déclaration est là. Il faut dire aussi que Balfour, il s'est rendu célèbre, enfin, on le connaît en fait, la déclaration porte son nom, mais en fait, il n'est pas le seul à avoir contribué en fait à cette déclaration, donc à la rédaction de ces déclarations. Donc ça a pris du temps. Il y a eu plusieurs dirigeants, plusieurs hommes politiques très connus, donc Balfour, Sykes, donc Sykes-Picot, Weizmann, Sokolov et Rothschild et Churchill aussi, donc quelques années plus tôt, qui avaient contribué, ou qui avaient dit ouvertement qu'ils ne trouvaient aucun mal à ce que donc les populations autochtones ou en Amérique, qui ne trouvaient aucun mal donc à ce qu'ils disparaissent et que ça ne lui faisait aucun mal aussi que les populations palestiniennes donc un remplacement des populations subissent le même sort. Voilà. Donc remplacement. Une vision trop réaliste des relations internationales justement. Oui. Et cynique. Mais donc en réalité, la déclaration de Balfour était une action collective. Donc elle n'est pas propre. En fait, c'est pas une initiative propre à Balfour. Donc elle a impliqué donc des dizaines de sionistes, chrétiens, juifs, britanniques, européens, américains. Personne ou pas un groupe restreint ne pouvait prétendre seul rédiger donc cette déclaration donc dans ses projets ou dans sa forme définitive, parce qu'il a fallu plusieurs versions, 5. Et d'ailleurs, ça a pris 200 ans de travail entre sionistes et gouvernement britannique et autres protagonistes européens pour justement, donc ça a commencé en 1700 quelque chose et c'est arrivé donc jusqu'en 1917 justement pour aboutir à ces 67 mots comme a précisé Vicenne, qui ont vraiment changé le donc la cours déclaration c'est pas le début mais c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement du début de quelque chose. Voilà, donc c'est la mise en place d'une idée. Et puis après, il y a des personnes qui viennent dire mais c'était juste une déclaration, il n'y a rien de concret donc c'est pas un traité, c'est pas un protocole où il y a des étapes concrètes. Mais nous on dit non, cette déclaration déjà c'était le feu vert, c'était l'étape principale pour dire aux sionistes allez-y, on est avec vous, parce que les munitions et les armes avec lesquelles des massacres ont été commis en Palestine pour justement implémenter des colonies sur des terres palestiniennes, c'était des armes britanniques. Donc le fait que cette déclaration n'est pas un traité ou un protocole, parce qu'on dit que les Britanniques n'ont signé aucun traité par rapport à la Palestine, sauf le traité de Sykes-Picot, qui était entre la Grande-Bretagne et la France pour le partage. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce traité a donné aussi des moyens financiers, des moyens militaires aux groupes juifs qui étaient déjà installés en Palestine ou qui se déplaçaient vers la Palestine, justement pour commettre des génocides. Il y a eu à l'arrivée, donc il a suivi le 1917. Entre 1917 et 1948, donc la déclaration de l'État d'Israël, il y a eu des centaines de massacres en Palestine. Il y a 200 villages qui ont été rasés complètement. Donc si on y va maintenant, on ne trouve même pas de ruines dans ces espaces. Donc il y a eu des massacres qui ont suivi. Et ces massacres ont été faits sur base de cette déclaration et de cette promesse qui s'est concrétisée. On ne va pas dire que la déclaration a créé l'État d'Israël, mais la déclaration a donné le feu vert pour que les sionistes puissent vraiment aller sur le terrain et commencer à travailler concrètement et avoir un appui de la Grande-Bretagne pour pouvoir arriver ça a mis les fondations, on va dire. Ça a mis les fondations. Au-delà, on peut penser que c'est une caution morale, mais au final, ça a été une caution logistique, militaire. C'est fait comme une caution morale, mais au final, il y avait toute la logistique qui était derrière. Et nous, on le sait aujourd'hui que sans logistique, on ne peut rien concrétiser sur le terrain. Donc, ce n'était pas un protocole en bonne et due forme, mais c'était vraiment le début, donc la pierre fondatrice de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, un État d'Israël qui est bien ancré sur des terres palestiniennes. D'ailleurs, comme l'a lu Bissan, Balfour promet d'établir un foyer juif en Palestine. Et un foyer, donc l'ambiguïté, elle est déjà là-dessus. Un foyer, on ne parle pas d'État, donc c'est quelque chose qui reste encore dans le... Il ne promet pas un foyer juif dans une terre qui se trouve quelque part entre le Liban, l'Égypte. Sachant qu'à l'époque, en 1917, et donc au début du siècle, la population juive en Palestine ne représentait que 8%. Donc la Palestine était globalement peuplée par donc des musulmans et des chrétiens qui représentaient 92% de la population, et les juifs ne comptaient que 8%. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette déclaration? 5 grandes lignes. Donc le sionisme juif, donc non le judaïsme, est un allié de la Grande-Bretagne représenté par l'Union sioniste britannique. Ça, c'est 1. 2, la Palestine, c'est l'entité géographique.
On parle d'une terre qui porte un nom, où il y a des habitants. 3, la Grande-Bretagne utilisera donc, comme l'a dit Leila, toute sa force pour permettre au sionisme de coloniser la Palestine. Donc tout l'appui, logistique, matériel, etc. Les non-juifs en Palestine ne peuvent recevoir aucune reconnaissance en tant que majorité. Ils n'ont aucun poids et ne bénéficient d'aucun droit politique. Par contre, ils bénéficient de leurs droits civils et religieux, comme ça a été cité sur la déclaration. 5e, les Juifs en Palestine ne sont pas reconnus comme minorité. Ils ont les droits politiques et en Palestine et en dehors de la Palestine. Ils ont les droits politiques dans n'importe quel pays où ils vivent. Donc ça, je reprends simplement ce qui a été les points de la déclaration. Donc et peut-être que je vais clôturer ce point par... donc, il y a 5 points qui sont relevés dans cette déclaration, on est d'accord. Mais comme a dit notre président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans une interview, si la déclaration de Balfour aurait été respectée, peut-être qu'il y aurait eu une solution de 2 États, parce que la déclaration prévoit donc de préserver les droits des populations autochtones, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la déclaration Balfour a été trahie parce qu'elle prévoit de respecter les populations autochtones, alors que ces dernières ont connu un génocide qui les a fait chasser de leurs terres en 48 et en 67. Donc même la déclaration de Balfour, qui était vraiment à l'encontre des droits des Palestiniens ou des populations locales, n'a pas été respectée dans son entièreté par les partis sionistes. Mesdames, on continue la discussion dans 1 minute. Et re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express. Avant la pub, justement, nous étions dans une discussion passionnante, historique, mais à la fois d'un point de vue, justement, de nos invités qui sont palestiniennes, justement. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir leur propre regard sur cette déclaration Balfour. Donc, après justement toute cette explication où même si on lit beaucoup à ce sujet, on découvre toujours d'autres choses. Voilà, comme vous avez dit, que cette déclaration elle-même a été trahie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et moi j'ai envie de vous poser comme question, en tant que justement vous, qui avez donc l'Union générale des femmes palestiniennes, en tant que palestinienne, 100 ans maintenant après la déclaration Balfour, quel est l'état des lieux maintenant donc dans la région? Justement, donc moi et ma collègue Bissane, qui représentant ici l'association Union des femmes palestiniennes en Belgique et au Luxembourg. Et d'ailleurs, peut-être que je vais en profiter pour expliquer peut-être c'est quoi cette organisation. Donc nous sommes une ASBL belge qui a été fondée par un groupe de femmes palestiniennes vivant et résidant en Belgique. Cette association est venue de plusieurs faits. Le premier, c'est que la communauté palestinienne devient de plus en plus importante en Belgique. Moi, je suis arrivée ici en 2004. On n'était pas nombreux, on était une centaine d'étudiants à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, donc 13 ans ou 14 ans plus tard, ces étudiants ont fondé leur famille, ont eu des enfants. On a des enfants maintenant qui sont primaires et secondaires. On commence à voir aussi, avec tous les problèmes et les conjonctures compliquées qu'on a dans nos pays d'origine et dans les pays voisins, beaucoup de Palestiniens qui viennent dans le contexte de la demande d'asile. Et donc, c'est une autre catégorie de Palestiniens qui viennent dans des conditions différentes et beaucoup plus difficiles que celles que nous avons connues il y a une dizaine d'années. Et donc, on sent le besoin primo d'avoir une structure qui nous représente. Et d'ailleurs, on a vu ça avec beaucoup de communautés, les communautés africaines, congolaises, espagnoles, sud-américaines, chinoises, turques. Donc, chaque communauté essaye un petit peu de mettre en place une association ou un organisme qui pourrait être donc lieu pour se ressourcer avec ses compatriotes ou pour justement partager des rituels, des traditions, une culture particulière, et donc transmettre aussi aux jeunes générations un patrimoine, que ce soit au niveau de la danse folklorique. Justement, on travaille avec la commune d'Ixelles qui
qui nous a aidé à mettre en place des cours d'entraînement de dabke, donc de danse folklorique palestinienne pour les enfants. Et donc, on a une troupe d'une 20aine d'enfants qui s'entraînent tous les mercredis après-midi. Oui, tous les mercredis après-midi à la maison de solidarité d'Ixelles. Et donc, c'est sous le patronage de l'échevin de la communauté d'Ixelles que ces cours sont organisés. Et nous sommes aussi très contents de faire travailler des jeunes réfugiés, demandeurs d'asile, parce que c'est les jeunes qui viennent entraîner nos enfants, qui sont belges, d'origine palestinienne. Ce sont des jeunes palestiniens réfugiés qui se trouvent aujourd'hui en Belgique dans des procédures d'asile. Ça leur donne l'occasion de transmettre un patrimoine culturel que eux ils ont vécu en Palestine directement et le donner à des enfants qui n'ont jamais connu la Palestine. Et donc ça c'est intéressant. Les enfants viennent non pas pour la danse seulement, mais aussi pour faire connaissance avec d'autres enfants palestiniens. Et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de points communs parce qu'on n'est pas très majoritaire sur les communes. Donc quand on va dans une école, par exemple l'école où vont mes enfants, ce sont les seuls Palestiniens. Et donc quand ils vont dans ce centre, ils s'entraînent avec cet entraîneur palestinien, ils rencontrent d'autres enfants palestiniens et donc ça leur fait des amitiés. Ça crée des liens et donc ils commencent à voir un petit peu à quoi ressemble leur pays. Je dis toujours, les autres communautés, peut-être pendant les vacances d'été ou les vacances de Noël, vont dans leur pays d'origine pour voir la famille, pour voir un petit peu, faire connaissance avec le pays. Nous, les Palestiniens, on n'a pas ce luxe de rentrer pendant les vacances pour voir notre famille et introduire ce pays à nos enfants. Et donc, on doit justement rapporter tout notre héritage culturel ici, sur place, et pouvoir le transmettre à nos enfants. Et peut-être Bissane aussi. Donc, je ne vais pas oublier la question que vous m'avez posée ici. 100 ans après. 100 ans après. Donc, nous, notre association, elle a été créée dans ce sens. Donc, préserver l'héritage culturel ici en Belgique et le transmettre à nos enfants, mais aussi accompagner les personnes qui arrivent récemment en Belgique, justement, pour qu'ils ne se perdent pas dans le système. Et il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a énormément. Là, on parle de 10 ou 11 000 Palestiniens aujourd'hui présents en Belgique. Oui. Donc, c'est par rapport à tout ce qui se passe avec les conséquences du printemps arabe. Bien sûr. Nous, on a un printemps, en fait, on va dire un automne depuis 1917 on continue, donc 100 ans après. Donc voilà, donc la Palestine, les Palestiniens subissent donc cette déclaration. Il y a une violation en fait du droit international, un non-respect des lois. Les Palestiniens souffrent au quotidien, donc c'est pas une déclaration qui n'a pas abouti. Donc elle a été mise en place, elle est ancrée. Aujourd'hui, en fait, on parle de l'État d'Israël, mais les Palestiniens n'existent pas. On est vraiment devenus considérés comme des Amérindiens, quoi. On est inexistant, quoi. On est devenu vraiment minoritaire. Aujourd'hui, quand on parle de la Palestine, on la défend. Limite, on est gêné aujourd'hui de parler de la Palestine, alors qu'il y a un état de fait, qu'il y a une violation en fait du droit international, et personne n'en parle. Il faut aborder ce sujet avec des pincettes, et malheureusement, c'est ce qu'on subit donc 100 ans après. Donc, Monsieur Balfour, là où tu es, on ne te remercie pas. Voilà, donc Balfour a été déclaré, l'État d'Israël existe, la population palestinienne, malgré donc des années de lutte, que ce soit d'actes de résistance, on a connu plusieurs périodes avec plusieurs types de résistance aussi, en aboutissant jusqu'aux accords d'Oslo, qui ont abouti à une autorité palestinienne, qui a fonctionné pendant quelques années, mais qui est au jour d'aujourd'hui à un statu quo. Moi, je dis, je prie pour les gens qui vivent dans les territoires palestiniens au jour d'aujourd'hui, parce que le résultat de l'occupation a fait qu'il y ait des désaccords entre Palestiniens eux-mêmes, parce qu'il y a eu des visions différentes par rapport à la solution. Donc, il y avait le Hamas qui avait une vision qui était différente de l'autorité palestinienne, ce qui a causé donc le coup d'État qui a eu lieu sur Gaza et qui a duré pendant une décennie. Ça aussi, ça a poussé beaucoup de
de personnes à quitter la Palestine parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir pour les jeunes générations. Ici, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent parce qu'ils ont fini leurs études, ils ont eu leur bac. Ça fait 10 ans qu'ils voient qu'il n'y a pas d'opportunité de travail, il n'y a pas d'opportunité de voyage. Je pense aussi qu'il y a des Palestiniens qui étaient déjà eux-mêmes réfugiés donc dans d'autres pays arabes, donc que ce soit en Syrie aussi. Voilà, tout à fait, qui ont dû au Liban aussi, justement, qui ont dû partir. Parce qu'en Syrie, ils ont été aussi impliqués dans le conflit. Ils ont été impliqués, ils ont été cibles aussi. Donc on a vu ce qui s'est passé à Mukhayyam el-Yarmouk et à autres Mukhayyamat aussi. Et donc ces gens ont été, il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'opportunité de partir, où il y a même des familles, quand on écoute les histoires directement des personnes qui sont là, les survivants des voyages de mer, que moi je considère comme un suicide acquis, et donc qui disent que les membres de famille ont tous cotisé pour donner à cette personne une somme d'argent pour qu'il puisse arriver jusqu'en Europe, faire la demande d'asile. Et donc c'est vraiment un sacrifice familial parce qu'on laisse derrière toute une famille qui a vraiment fait un sacrifice financier et matériel pour pouvoir sauver un membre de la famille dans l'espoir que cette personne puisse ramener les autres. Donc le Belfour, on le vit encore aujourd'hui. Et peut-être aujourd'hui, on vit des conséquences qui sont beaucoup plus douloureuses que ce qu'il y a eu pendant les 100 dernières années. Donc au jour d'aujourd'hui, le conflit n'est pas en Palestine. On vit le conflit même quand on est à Bruxelles et on vit le conflit quand on est aux États-Unis. Donc Belfour, il a foutu le... Je pense que le conflit, de toute manière, le conflit israélo-palestinien, on le vit, enfin arabo-israélien d'ailleurs. Oui, mais il y a une vingtaine d'années, on le vivait, on regardait ça à la télé. Aujourd'hui, on le vit dans les rues de Bruxelles quand il y a des manifestations, quand il y a des attentats. L'histoire, le conflit israélo-palestinien revient toujours. Mais comme l'a dit Bissane, même dans des discussions, c'est le sujet un peu polémique à chaque fois. C'est le sujet. Nous, en tant que Palestiniens, on voulait aussi marquer le coup de ces 100 ans. 100 ans, c'est beaucoup. 100 ans, c'est très long. Un siècle. Et encore aujourd'hui, on ne voit pas comment cela pourrait se terminer. La chose qu'on espère, c'est qu'on est déjà très content qu'il y a eu une réconciliation au niveau palestinien. On espère que ceci va jouer en la faveur des Palestiniens. Il va apporter un souffle nouveau en fait pour la population et plus particulièrement la population de Gaza qui souffre vraiment au quotidien. Même si on le dit, c'est vraiment pas assez. Nous, on travaille avec les réfugiés. On les côtoie quotidiennement. Les primo-arrivants, on les accueille. On a un volet juridique parce qu'on s'occupe donc de les aiguiller, donc les aider en fait dans leurs démarches de demande d'asile, etc. Et franchement, les récits qu'on entend, ils sont bouleversants. On peut pas, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on écoute à la radio, c'est une chose, mais la réalité encore, elle est très très différente. Donc moi, ce que je ne comprends pas, comment la Grande-Bretagne aujourd'hui célèbre les 100 ans de cette déclaration, d'avoir donné le droit en fait à un peuple qui n'a aucune légitimité en fait de venir s'installer en fait au détriment d'un autre peuple qui était ici présent. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, on est en train de commémorer. En fait, pour nous, c'est une commémoration. C'est pas c'est pas une célébration. De la perte d'un État, quoi, d'une entité nationale, quoi. La Palestine n'existe plus, n'existe nulle part, puisque on n'est pas reconnu déjà en tant qu'État. Donc voilà. Mais d'ailleurs, on va en parler juste après la pub de la suite. Dans l'Orient Express, nous étions dans une discussion passionnante et enflammée. Et justement, donc... tout le monde rigole, mais c'est vrai. Mais donc justement, je pense que vous vouliez nous parler aussi d'une activité que vous organisez dans le cadre de votre association. Oui, justement, donc par rapport à 100 ans depuis cette déclaration de Belfour, nous, on voudrait donc commémorer ça en expliquant ce qu'est Belfour, les conséquences de Belfour, parce qu'il y a beaucoup de propagande médiatique aussi sur Belfour, que c'est une terre qui n'appartenait à personne, donc des gens se sont installés dans un coin perdu, et donc voilà, les Palestiniens, ils viennent, on ne sait pas d'où, et donc nous, notre rôle, on s'est dit, on va essayer de faire une activité qui serait d'expliquer comment les choses ont été vécues par les Palestiniens. Et pour ça, il y a l'Institut
Al-Aouda en Angleterre, qui a fait un petit film de 13 minutes qui explique très très bien, moi je trouve, j'ai visionné le film, et qui explique très très bien comment on peut vivre ça et comment on peut transmettre ça à un public européen et occidental et qui pourrait comprendre le vécu des Palestiniens et la frustration des Palestiniens par rapport à ce qu'ils vivent dans leur terre au jour le jour. Et donc nous allons diffuser, et c'est un film qui ne parle pas de Palestine, qui ne parle pas de juifs, qui ne parle pas d'armée israélienne, mais qui reprend une famille britannique qui vit dans une maison et qui se voit contrainte d'aller vivre dans le jardin pour laisser place à une famille qui a vécu un drame. Pour l'analogie. Voilà, et donc cette famille s'installe dans le jardin et il voit par les baies vitrées l'autre famille qui utilise les jeux des enfants, et donc quand l'enfant veut récupérer son jouet. Et comment s'appelle ce film ? Il s'appelle Road to Balfour. Et il est donc ce film pendant 30 jours, il était accessible seulement pour les associations, mais depuis quelques jours, il a été mis sur YouTube. Et donc ça s'appelle Road to Balfour, donc At-Tariq ila Balfour. C'est un tout petit court-métrage de 13 minutes qui a été fait par Markaz Al-Aouda à Londres. Nous allons diffuser ce film avec le soutien de la commune de Saint-Josse, que je remercie, monsieur Éric Jassin et son équipe, donc qui vont nous soutenir pour cette initiative. Il y aura un court-métrage, donc le lancement du court-métrage suivi d'un panel de discussion, et nous allons avoir donc des speakers, des intervenants qui viennent d'Irlande. Je vais pas griller l'événement. On va le mettre sur Facebook. Peut-être qu'on va revenir justement pour parler que de ça. C'est quoi le nom de votre page Facebook ? C'est Union des femmes palestiniennes en Belgique et au Luxembourg. Donc vous pouvez aller visiter la page, liker, et là vous allez avoir toutes les informations sur les broderies que les femmes palestiniennes ici en Belgique fabriquent et mettent en vente. Nous avons aussi des cuisinières palestiniennes aussi qui font des services traiteurs et qui vendent leurs produits. Nous avons beaucoup d'événements culturels, donc des expositions de caricaturistes, d'artistes palestiniens qui sont ici en Belgique. Nous essayons vraiment de regrouper tous ces gens et de les mettre en avant pour justement montrer que la Palestine, ce n'est pas justement que des conflits et des misères. Il y a aussi un aspect florissant, il y a un aspect positif, la vie culturelle, culturelle, sociale, etc. Donc vous pouvez aller sur notre page, n'hésitez pas à liker et à partager les événements. Le 24 novembre, nous allons mettre aussi sur notre page l'événement qui va se passer à la salle Amazon, à rue du Méridien. Et donc à 18h, il y aura une projection de film suivie d'un panel de discussion. Et le 26 également, on travaille avec la plateforme de Watermal Boisfort. On a une projection donc, en également. collaboration avec Watermal Boisfort, on va aussi faire une projection de ce même court-métrage. Et eux aussi, ils vont diffuser donc un deuxième film et suivi aussi d'un panel de discussion sur Balfour. Mais il y a toute une campagne qui se tient actuellement en fait en Europe sous le hashtag donc Balfour 100, donc qui est relayé en fait partout, donc à travers l'Europe et à travers le monde, donc justement pour marquer, donc pour parler donc de ça, de cette commémoration. Oui. D'ailleurs, c'était une campagne qui s'appelle Apologize Campaign. Donc c'était une campagne pour que l'Angleterre demande des excuses aux Palestiniens. Et donc il n'y a pas que des excuses qui sont demandées. Il y a tout un processus, donc des excuses et des compensations et des rectifications de positions qui doivent être faites. Et donc c'était la Apologize Campaign en Grande-Bretagne. Hier, moi j'avais suivi, il y avait toute une journée de contestation en face de Albert Hall. Donc c'est le lieu où il y a eu la célébration par la ministre, par la première ministre Mary Brassier, avec donc tout un groupe sioniste donc justement de cette fameuse déclaration. Donc à l'intérieur de Albert Hall, il y avait donc la célébration, et à l'extérieur, il y avait les contestations. Et là, on voit vraiment que cette déclaration Balfour 100 ans après, elle a toujours donc des protagonistes de chaque côté qui essayent de revendiquer leurs droits et leur existence. Donc j'invite les gens le 24 à suivre notre page et à venir visionner ce film, et je propose aux gens qui ne peuvent pas venir aussi d'aller le visionner sur YouTube et de le partager le plus possible, car vraiment il ne porte aucun signe politique quelconque, mais c'est justement une situation qui pourrait arriver à n'importe qui dans un contexte très très très
très civil et très où il y a aucune violence. D'ailleurs, les enfants aussi peuvent le regarder, il y a aucun problème. Aussi juste pour nos activités, que ce soit nos ateliers, etc. Certes, nous sommes l'Union des femmes palestiniennes, mais nos activités ne sont pas adressées simplement et uniquement pour les femmes palestiniennes, puisque quand on parle de réfugiés, on parle de primo-arrivants, on parle donc des mineurs, on parle de jeunes hommes, de familles, etc. Et nos activités sont également ouvertes à tout le monde, toutes les communautés ou pas. Donc toute personne belge qui souhaite participer ou venir amener son fils ou sa fille à participer à cet atelier de Dabke ou autre, ils sont les bienvenus. Juste moi je clôture pour l'histoire en fait de Balfour, donc en mémoire, donc la déclaration de Balfour est le document le plus honteux que les puissances coloniales de l'Ouest aient issu ou sorti, et dont le gouvernement britannique a assumé la responsabilité de rendre public, donc ce qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme. Eh bien voilà, nous allons conclure sur ces mots-là. Merci beaucoup pour votre présence avec nous en studio Merci, on aujourd'hui. vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon fin de dimanche. Une très Merci, bonne fin de dimanche. également. Et à bientôt. La semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci à vous.